Donc sur l'histoire du vigilantisme, c'est une histoire qui commence avec, la première occurrence du terme vigilante, c'est premier tiers du 19e siècle aux États-Unis. C'est un terme qui vient de l'espagnol et qui va signifier justicier et qu'on retrouve dans le terme, par exemple, vigile en français. Donc c'est l'idée vraiment, mais qui signifie justicier. Donc c'est une histoire de la justice, mais une histoire qui se réfère exactement à la situation sur le sol américain au moment de la naissance de la jeune nation américaine. À la fin du XVIIIe siècle, il y a un certain nombre d'États qui se constituent aux États-Unis, et notamment dans l'État de Virginie, progressivement au moment de la conquête de l'Ouest, avec plein de guillemets possibles, parce que voilà, de l'avancée et de la colonisation des territoires vers l'Ouest, en fait, l'État de Virginie va donner par une loi l'autorisation à des groupes de citoyens le droit de faire justice eux-mêmes, et donc va donner une sorte de blanc-seing pour s'armer et sans autre forme de procès de faire la justice sur le territoire. Dans plusieurs États, on va avoir ce type de loi qui se réfère en fait à un personnage qui est Charles Lynch, et qui est l'idée justement qui va donner lieu ensuite à la question du lynchage. Donc Charles Lynch, avec une troupe de vigilantes, va créer les premiers groupes de vigilantes, de vigilants, mais qu'on va avoir dans tous les États-Unis. Et à l'arrivée de la colonisation sur la côte ouest à San Francisco, à la fin du 19e siècle, on a des groupes de vigilants qui comportent des centaines d'individus, qui sont plutôt des commerçants, qui sont plutôt donc une classe commerçante, armée, et qui ont un blanc-seing pour faire justice. Et contre qui ils font justice? Contre ce qu'on considérait alors comme l'ensemble des indésirables sur le territoire américain. Et l'ensemble des indésirables sur le territoire américain sont réprimés au premier chef d'accusation sur la question du vol du bétail, du vol des terres qui sont en fait elles-mêmes volées par les colons, et du vol des femmes blanches. Donc avec le fantasme également d'une agression des femmes. Et donc les vigilantes vont être ces espèces de milices qui protègent la propriété privée à un moment donné où cette propriété privée, en fait, elle est l'effet d'un vol colonial. Les vigilantes, ils vont être dans l'esprit du vigilantisme, ça va être vraiment théorisé par un Français qui est un colon en Louisiane qui s'appelle Alexandre Bard, et qui, dans les années 1860, va rédiger un traité où il explicite, par exemple, que les groupes de vigilantes, c'est un nouveau système de justice qui est constitutif d'un nouvel État américain. Et que ce nouveau système de justice, en fait, il a pour caractéristique que, jusqu'ici, on a pensé que dans un État, un système de justice avait besoin de juges et d'avocats. Alexandre Bard considère que le vigilantisme, c'est le remplacement, c'est la disparition, c'est l'éradication du système d'avocats, parce qu'au fond les avocats sont toujours, pour Alexandre Bard, un principe contradictoire qui permet finalement que certains voleurs puissent échapper à la peine. Donc c'est l'éradication du principe de contradiction qui est fondamental, et qui va considérer que chaque citoyen doit avoir un droit d'autojustice, c'est-à-dire que chaque citoyen propriétaire est potentiellement un juge qui est à la fois un policier, un juge et un bourreau. Et Alexandre Bard prend une comparaison qui est très intéressante, c'est qu'il dit actuellement le territoire des États-Unis est infesté de vermines et de voleurs, exactement, et que ces voleurs, cette vermine, sont tout à fait comparables aux hordes d'Arabes qui résistent en Algérie. Donc la comparaison, la situation coloniale, en fait, c'est vraiment l'idée que le vigilantisme, c'est la justice qui est constitutive, en fait, de la colonialité du pouvoir. C'est une marque, en fait, de la colonialité du pouvoir. Et dans ce cadre-là, on va avoir des groupes de vigilants qui sont, en fait, à l'origine de l'organisation
des vagues de lynchage à partir de la fin du 19e siècle, et qui, dès 1890, les voleurs, les indésirables, ça va se resserrer vers les populations africaines-américaines, c'est-à-dire les esclaves émancipés aux États-Unis, et qui vont être lynchés par des groupes de vigilants. Et par des groupes de vigilants qui peuvent être des centaines de personnes qui appartiennent à la société lambda, qui sont des notables, etc., mais qui se transforment en fait en justiciers. Et ces groupes de vigilants, c'est ce qui caractérise l'ensemble des ligues suprémacistes aux États-Unis, l'ensemble des ligues fascistes, du Ku Klux Klan, de la White League, qui sont les grands groupes suprémacistes qui vont perpétuer des centaines et des centaines de massacres, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des hommes africains-américains chez eux, ils vont les sortir, les torturer, les pendre à un arbre, sans autre forme de procès, et parce qu'ils considèrent que ça c'est la justice américaine, et que c'est exactement répondre à l'esprit et la lettre de l'État américain. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait on est dans un État qui part en fait l'exercice d'une justice qui se rabat sur le vigilantisme, se transforme en État à proprement parler raciste, et qui crée une sorte de rupture, parce que on a souvent considéré théoriquement que l'autojustice était liée à une défaillance de l'État, comme si justement les institutions étatiques n'étaient pas encore en place ou étaient dans un moment de crise ou dans une situation insurrectionnelle, et qu'au fond l'État défaillant laissait place à des milices ou à des pratiques d'autojustice. Là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que au contraire, l'enracinement, le développement et même l'institutionnalisation des vigilants, puisqu'ils ont été protégés par les lois américaines dans nombre d'États, c'est au contraire une rationalisation de la gouvernementalité coloniale et donc une forme d'économie en fait judiciaire de l'État racial qui va vraiment déléguer à des citoyens une prérogative pour que ces citoyens constituent son bras armé. Et ce qui permet en fait par comparaison en fait, c'est aussi une autre forme de représentation de la justice, parce que dans la culture populaire américaine, le justicier en fait est vraiment une figure qui est extrêmement investie, extrêmement positive. Je veux dire, l'ensemble des super-héros et qui se révèlent être des figures de l'héroïsme américain, qui vont sauver la veuve et l'orphelin, qui vont résoudre l'ensemble des problèmes et des catastrophes des sociétés. En fait, l'origine du super-héros, c'est une origine raciste du vigilante. En fait, c'est la figure du vigilante, mais qui est dans une forme d'actualisation permanente. Le super-héros, c'est exactement par le masque, par son intervention la nuit, par le fait qu'il est doué d'une supervision et qu'il peut détecter en fait et le mal et les méchants. C'est exactement le même imaginaire, le même univers de signification que le vigilant, que les groupes de vigilants qui, bons citoyens le jour, incognito, mettaient des cagoules la nuit et se transformaient en justiciers meurtriers. On est exactement dans une continuité. Et en fait, on retrouve dans cette culture américaine du super-héros les traces en fait de cette histoire, qui est une histoire qui permet en fait de comprendre la situation d'injustice absolue de la société américaine. Et la dernière chose, c'est que dans l'idée du vigilantisme, c'est sa diffusion à l'échelle mondiale en fait. C'est l'idée que, indépendamment des pratiques en fait meurtrières qui sont indissociables des vigilants. En fait, le fait que se répandent, et notamment que à partir des années 90, on est labellisé comme un système économique, comme une forme de privatisation, privatisation des prérogatives policières. La question du vigilantisme, ça a été de labelliser, par exemple, les voisins vigilants et de mettre dans le moindre hameau perdu du Luberon un panneau voisin vigilant, attention ici les habitants vous surveillent en fait. Ça c'est du vigilantisme pur et dur. Donc on a une forme de désarmement du vigilantisme.
C'est-à-dire, effectivement, ce ne sont plus les vigilants contemporains, en tout cas dans le contexte français, par exemple, ne sont pas armés à proprement parler, mais ils restent toujours dans une prérogative qui est de suppléer en fait un État policier, de suppléer un État sécuritaire, non pas parce que cet État sécuritaire serait pas efficace, mais au contraire pour rendre d'autant plus efficace en fait la présence et le dispositif de cet État sécuritaire. Donc ils sont désarmés, mais en fait ils sont constitués comme des instances d'autojustice. Et évidemment, c'est pas n'importe qui est voisin vigilant, puisqu'il y a des voisins vigilants, en fait, ils sont marqués socialement et racialement.